Je vais vous dire une chose qui va vous étonner peut-être. Je n'ai jamais eu la prétention d'être... De changer la face du monde. Non, 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 d'être plus malin que les autres. Seulement j'ai eu des jugements personnels que j'ai maintenus envers et contre tout et que j'ai cherché à m'expliciter à moi-même par la vie pratique. Le principe, c'est que j'ai une tête assez bien organisée. Je suis un autodidacte, mais j'ai un esprit de curiosité très grand, avide et insatiable. Et je suis étudiant plus fort maintenant que jamais, n'est-ce pas? Quand vous parlez du pavillon suisse, qui est un classique... Oui, c'est ça, le classicisme de Le Corbusier. C'était la honte de la colonie suisse. Si vous aviez assisté à l'inauguration, c'était une cérémonie macabre, n'est-ce pas? C'est un pavillon de grand style et qui résolvait des problèmes techniques formidables, très difficiles, parce qu'il y avait les carrières de Paris dessous. Oui, mais... De quoi était-il fait? De 50 chambres d'étudiants, par conséquent de 50 carrés, comme on dit dans le Midi. Une carré, c'est une chambre, n'est-ce pas? Mais mettez 50 carrés ensemble, ça fait un grand carré de 50, hein. Et c'est à cette époque-là que vous avez commencé à devenir le très grand architecte, qui est certainement le plus célèbre du monde. J'ai un droit à la gloire, c'est que je suis sans diplôme. C'est que je ne suis jamais entré dans une école parce que je n'ai pas eu à désapprendre ce qu'on m'aurait appris. Je suis pas méchant en disant ça, mais je suis réel, hein. Vous n'êtes pas entré dans une école comme élève, mais vous y êtes entré comme professeur. Non, pas du tout, pas du tout. J'ai un atelier depuis 40 ans à la rue de Sèvres, où il est passé 200 types comme collaborateurs directs, n'est-ce pas? Et nous avons travaillé tous ensemble, mais j'ai jamais professé, je ne veux pas professer. C'est des gens qui viennent parce que je suis Corbu, et qui savent que la vie est difficile dans mon atelier, d'une certaine manière. Enfin, j'ai soi-disant mauvais caractère, je suis le type le plus charmant qu'on puisse rencontrer, mais ça n'apparaît pas à l'œil nu. Je les engueule tant qu'il faut, hein, et sérieusement. Et là, c'est une collaboration ardente. On a fait du bon travail. On a fait un travail gigantesque de recherche de toutes sortes. Je ne sais pas quel diable j'ai en moi, mais j'ai fait des villes entières. J'ai voyagé le monde entier pendant 50 années. On m'a demandé des conseils, on m'a demandé de faire des plans. Je les ai faits, on m'a volé, on m'a pillé, on a fait tout au monde. N'est-ce pas? Je n'ai aucune rancœur, c'est comme ça. Et en attendant, l'urbanisme du monde entier a été transformé. Corbu était un pôle d'attraction pour toute la jeunesse du monde, des Japonais, des Américains, des Espagnols, qui croyaient en leur époque aussi et qui venaient chez Corbu attirés par la révélation de Corbu. Car Corbu, c'était construire l'époque. Il a, dans tous ses écrits, quand il a fait le rapport, que jusqu'à présent, on allait à la vitesse, les villes étaient construites pour le chemin des ânes, depuis des millénaires, et que tout à coup, c'était l'ère de l'automobile, c'est-à-dire de la mécanique. Nous pensions que cette époque était la fin d'une époque barbare, et que grâce à l'apport des techniques modernes, l'homme allait pouvoir se libérer d'un tas de tâches et pourvoir à ses besoins, d'une part, mais d'autre part, à promouvoir l'homme aussi. C'est-à-dire à hausser l'homme, l'idée que l'on pouvait s'en faire. J'ai dit concernant le logis, je l'ai dit et écrit, que je place le foyer comme temple de la famille, n'est-ce pas, et qu'il n'y a pas un centimètre cube du foyer qui ne doive concourir à faire le temple de la famille, c'est-à-dire un lieu idéal, un paradis terrestre, car le paradis sur Terre est très utile à réaliser, c'est notre tâche à nous. On repensait l'homme par rapport à son logis, c'était primordial. Des besoins de l'homme, en quelque sorte. L'harmonie de l'homme, à l'échelle humaine, ça a été le terme de Le Corbusier. À l'échelle humaine, c'est très important. Il a écrit tout de même une maison, un palais.
Une maison, un palais, ça n'est pas comme le fait Beaufil aujourd'hui. Non, c'était dans le sens qu'une maison doit être faite avec autant de soin qu'un palais ne serait fait. Et lorsque Le Corbusier a parlé et a écrit des choses qui d'ailleurs ont été mal interprétées, comme par exemple la maison est une machine à habiter. Le mot machine à habiter a fait dresser les cheveux sur la tête de tout le monde en disant mais on n'habite pas dans une machine, dans une usine. On n'a pas idée une machine à habiter qui est l'inhumanité en quelque sorte. Alors qu'il l'exprimait dans le sens qu'une machine est une chose exacte. Donc l'habitat devait être une chose exacte, c'était dans ce sens-là qu'il était dit machine à habiter. C'est comme un avion, s'il n'est pas exact, il se casse la figure. Si tous nos bâtiments avaient les mêmes règles qu'un avion, il n'y aurait pas beaucoup de bâtiments debout. Il faut dire, ce serait pas mal d'ailleurs, ça éliminerait d'office tous les moutons à 5 pattes. Dans les premières maisons que j'ai faites, il y avait le spirituel de la volonté de faire de la géométrie quelque chose de supérieur, et rien qu'avec ça, n'est-ce pas? Ben, c'était un événement spirituel, d'ailleurs incompris de beaucoup de gens, mais il y avait un événement intense. C'est avec une caisse à savon faire un palais. On créait des formes parce qu'on croyait qu'elles étaient bonnes et on ne pensait pas qu'elles étaient les seules, non, on n'avait pas cette prétention. Si vous voulez, plastiquement, ces formes allaient avec son architecture. C'est un tout aussi. Hein. Maintenant, il est certain, je pense que avec les techniques d'aujourd'hui, si l'on avait fait une étude du marché, je crois bien que personne n'en aurait voulu, parce que l'on disait que l'on faisait des meubles pour hôpitaux. Vous voyez, on habitait dans des maisons pour hôpitaux, c'était blanc. Hôpital, c'est blanc. Meubles, bistrot ou hôpitaux. Donc je crois que l'étude de marché aurait été défavorable. Il y avait un public qui était intéressé, bien sûr, mais je crois que le grand public préférait de beaucoup ou ces armoires normandes ou ces imitations. Vous savez, on a guillotiné Louis XVI, hein, et puis après on s'est empêché de faire des salles à manger Henri IV et des chambres à coucher Marie-Antoinette. Son architecture n'était pas plus acceptée que le mobilier. Moi, quand je suis rentré chez Le Corbusier, je m'en suis ouvert à mon professeur Dufresne. Il m'a dit, vous allez vous dessécher. Vous voyez comme quoi c'était bien loin. Hein. Il y avait un trou infranchissable. D'abord, dans la maison que j'habite, elle est en plein Paris, si vous voulez, mais on ne voit que du ciel et de la verdure. On voit le bois de Boulogne, on voit Mont-Valérien, Saint-Cloud, etc. Et mon jardin est au 8e étage avec de l'herbe et des arbres, du muguet au mois de mai. Et le toit de la maison, c'est un jardin qui est là depuis 20 ans et qui pousse tout seul. Avec ses gazons, avec ses arbustes, ses fleurs. À l'occasion, je ne suis pas partisan des fleurs d'horticulteurs là-dessus. Je laisse la nature entièrement jouer son rôle par le jeu des vents, des insectes, de la sécheresse ou des incidences. Vous voyez des églantiers, un sycomore, et le ciel avec des nuages, eh bien c'est le toit. Pourriez-vous nous dire à quoi correspond, combien de pièces correspond votre appartement? Je n'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Moi, je ne calcule jamais les appartements en nombre de pièces, mais selon l'habitant.
C'est-à-dire à savoir si l'habitant est avec une famille nombreuse ou peu nombreuse, ou s'il est seul ou en couple. C'est ainsi qu'on fait une maison, n'est-ce pas? Nous avons l'impression d'être très à l'aise dans ces deux pièces, appelons-les deux pièces, et pourtant, il y a assez peu de meubles. Est-ce dû au fait qu'il y ait peu de meubles ou est-ce dû à la conformation de l'appartement, cette impression d'espace libre? Vous avez d'abord l'impression d'espace libre qui provient tout simplement du jeu des proportions qui sont intervenues en traçant tous les éléments d'un tel appartement. Et là, la proportion, la divine proportion des gens de la Renaissance et de l'Antiquité et de tous les âges, sauf de notre âge actuel, la proportion est vraiment l'arme par laquelle le constructeur et l'homme peut s'entourer de choses harmonieuses et diverses et riches, n'est-ce pas? Vous dites que c'est vaste, mais c'est tout petit. Et pourquoi n'y a-t-il pas de meubles, pas beaucoup de meubles? Pour la simple raison que c'est très petit et qu'on n'en peut pas mettre davantage. Maintenant, pourquoi regretter la présence de tant de meubles? Pourquoi faire? Quand vous êtes dans une maison, vous avez à définir les actes que vous y accomplissez. Il n'y a pas besoin de tant de choses que ça. Vous mangez, vous causez, vous fumez pour ceux qui fument, et puis c'est fini. Alors, tout ce mobilier sensationnel que la richesse ou les signes extérieurs de la richesse obligent à accumuler partout est un superflu terrible qui grève l'économie d'un pays d'une part, l'économie des budgets surtout, et qui fixe en plus des questions de respectabilité que, quant à moi, je n'accepte plus maintenant. Pourriez-vous nous parler de vos systèmes d'éclairage, car il y en a plusieurs? Je vais d'abord rendre un hommage à ma femme ici, parce que un jour, elle m'a dit que c'était une caserne chez moi. Je lui ai dit, mais pourquoi donc? Et tout à coup, en réfléchissant, j'ai vu que c'était un dimanche soir, une fois, nous étions ensemble tous les deux. J'ai dit, mais c'est l'éclairage qui fait ça. Il y a trop d'éclairage partout, il y a une lumière trop intense et par des lieux trop brutaux. Et tout à coup, je me suis promené en faisant les 100 pas dans les pièces et je me dis, j'ai compris. J'ai découvert la loi de l'éclairage, tenez-vous bien, l'éclairage sert à éclairer des murs ou des objets, voilà. Et l'éclairage n'est pas la fabrication et la vente de lustres ou d'appareils. Pourriez-vous nous dire de quelle manière vous signez vos œuvres? Je ne signe pas. Je n'ai signé que cette maison parce que je craignais que les successeurs ou les sociétés des bancaires ne viennent massacrer ma maison, ce qui a failli arriver. Et je crois que le fait de signer une maison la protège au point de vue de la protection artistique. Elle est signée en bas, mais on m'a enlevé le R et le I de mon nom. Enfin, c'est Corbusier tout de même quand le nom est complet. Bien, ici nous sommes dans votre atelier. Pourquoi ces pierres n'ont pas été revêtues d'un enduit? Ah bah, c'est toujours la même question. Vous ne voyez pas qu'il est beau ce mur-là? C'est le mur de mon voisin. C'est un mur en moellon habituel de Paris. Il y a même 2 canaux de fumée en briques rouges qui passent au travers et qui sont maçonnés intercalés entre les moellons. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais ce mur est admirable. Il est d'une couleur, d'un assemblage très beau. C'est le moellon ordinaire, c'est très beau. J'ai fait jointoyer très à plat de façon à éviter la poussière. Et j'ai ainsi le gris du ciment, le beige de la pierre et le rose de la brique qui donne une couleur admirable. Et pour peindre, alors c'est un ennemi de tout premier ordre. C'est un juge terrible parce que ce sont les couleurs les plus solides, les plus magnifiques, les plus denses qu'un peintre puisse avoir en face de lui. S'il peint sur un mur comme ceci, je vous assure qu'il doit se battre pas mal. Je prétends qu'une peinture bien faite a pour effet de radier, de s'étendre, d'étendre les dimensions et de donner les dimensions, l'espace indicible. Voilà une raison d'être de la peinture très grande que les peintres ignorent souvent. Et je crois, moi, en tant qu'usager de peinture, que c'est précisément son rôle très grand, c'est d'apporter l'espace qui peut être indicible si le tableau est réussi.
Monsieur Le Corbusier, nous nous présentons. Nous sommes 3 cambrioleurs, les cambrioleurs de la radio. Je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais nous sommes venus vous dérober quelques objets parmi les innombrables qui ornent votre maison, des objets singuliers et à propos desquels nous aimerions bien avoir quelques éclaircissements. Et je ne veux pas vous soupçonner d'avoir découpé quelqu'un en morceaux, mais alors pourquoi ce débris d'os? Je suis architecte, je travaille en plan, en profil et en coupe. Eh bien, un oscier, ça vous donne 2 coupes, n'est-ce pas? Ce qui reste debout, ça vous donne la façade, l'élévation ou le volume, n'est-ce pas? Et un os, c'est une chose admirable qui est fait pour résister, vous savez à quoi? Au saut, au coup de poing, au coup de pied, à tout ce que vous voudrez, à supporter les efforts dynamiques. Chaque particule d'un os est subtile, archi subtile. Et la section vous révèle tout ça. Et si vous regardez votre bout d'os et que vous réfléchissez, ben vous apercevez qu'il y a beaucoup de choses encore à apprendre et que quand on est constructeur de béton, on ouvre l'œil sur un oscier en travers. J'ai un fait pour les coquillages, parce que le coquillage est une forme de merveille qui, depuis que je suis gosse, m'a toujours épaté. Il n'y a rien de plus beau qu'un coquillage. C'est l'harmonie même, c'est la loi d'harmonie. L'idée est simple, est une, et elle se développe soit par rayonnement, soit par spirale, et intérieurement, extérieurement, d'une manière étonnante. Ces objets, ce sont des choses qui existent partout, et le tout est de les voir, de les observer, de les reconnaître et de voir qu'ils sont admirables, parce qu'en général, ils expriment et ils contiennent les lois de la nature. Et c'est une belle formation, c'est la vraie formation que j'ai toujours recherchée. Et la seule que j'ai eue, c'est de considérer la nature, l'étudier et en recevoir la leçon. Cette boîte d'allumettes a-t-elle un intérêt particulier pour vous? C'est une petite dévotion que j'ai à l'égard, c'est le vieux païen qui est en moi, ou l'homme primitif, tout nu, qui se trouve avoir dans sa poche, si vous permettez, n'est-ce pas, avoir dans sa poche une boîte d'allumettes, le feu dans sa poche à disposition, dans un petit emballage pelliculaire de bois, n'est-ce pas? On frotte et ça s'allume. Ben, j'ai toujours trouvé ça admirable. On peut presque s'asseoir sur une boîte d'allumettes tant c'est solide, et personne ne s'étonne de ça. Et pour un bâtisseur, c'est une leçon de choses. J'ai écrit dans les cathédrales étaient blanches que les gens du Moyen-Âge, avec de la pierre sans ciment, sans liant, avaient monté des voûtes formidables et tout le système qui en découle. Et que nous, avec des matériaux extraordinaires, au contraire, c'est-à-dire des aciers, des ciments excellents, des liants de premier ordre, nous étions peureux, nous autres, de l'architecture. Les ingénieurs, eux, nous montraient parfois, des réalisations non pas téméraires, mais courageuses. Elles existent à travers le monde, et il manquait à notre vocation le contact intime avec les matériaux, les techniques modernes, toutes les choses que le 19e siècle nous a apportées et que le 20e siècle consacre maintenant, et qui permettent de résoudre alors des problèmes qui sont de nature architecturale, c'est-à-dire le bonheur au foyer ou alors les grandes constructions destinées aux foules. C'était avec Pierre Jeanneret, nous avons fait des choses terriblement révolutionnaires. Ça a épaté les gens, il y a eu les amis instinctifs, intuitifs qui se sont ralliés, et les autres qui ont gueulé, et comment, n'est-ce pas? Bon, disons que Le Corbusier, c'était l'homme de communication. C'était l'homme complet, c'était le philosophe aussi des choses. Jeanneret, c'était un peu son ombre, c'était l'homme technique, c'était l'homme déférent vis-à-vis de son cousin, de Le Corbusier. Mais ils étaient, pour moi, ils étaient absolument nécessaires l'un à l'autre. Absolument. Sans Pierre Jeanneret, Le Corbusier n'aurait peut-être pas pu faire
tout ce qu'il a fait. Et sans son cousin, Pierre Jeanneret n'aurait pas été Pierre Jeanneret. C'était vraiment une osmose, hein, tous les deux. L'un venait toute la journée, c'était Pierre Jeanneret. Et Corbu ne venait que l'après-midi, car le matin, il faisait sa peinture. Et il écrivait. Et pour lui, sa peinture, c'était l'art plastique, en quelque sorte. C'était la plasticité des choses. Et comptait autant que l'architecture, sinon plus, quelquefois. J'ai eu le premier prix au concours international pour la construction du palais de la Société des Nations à Genève. Et j'ai eu le premier prix, mais un délégué français, pour ne pas le nommer, M. Le Maresquier, n'est-ce pas, m'a fait écarter. Il dit, j'exige que ce projet soit mis au concours, car il est dessiné à l'encre d'imprimerie et non pas à l'encre de Chine. Et ça suffit pour que les types fassent une courbette, disent oui, monsieur le délégué de France, nous sommes d'accord avec vous d'exclure le Corbusier. C'était la première fois. Et ça a soulevé une protestation mondiale, cette chose-là. Il y a eu un vacarme épouvantable. Quand en 1928, à la suite d'un jugement assez scandaleux de la Société des Nations pour la construction de son palais, une grande émotion régna dans le monde architectural du monde entier. Une dame, un hasard, une circonstance, la conjoncture qui est dans toutes les choses de la vie, a fait que Madame de Mandroux, châtelaine du château de la Sarre en Suisse, a dit « Je vais réunir une cinquantaine d'architectes dans mon château pour parler des choses de l'architecture moderne. » Car le conflit était de savoir si ce serait moderne ou ancien. Là-dessus, nous, et moi spécialement, j'ai dit « Je veux bien accepter d'y aller à condition qu'un programme existe et que cette réunion parle sur un programme. » Et le programme de cette réunion sera le logis, l'habitation des hommes, c'est-à-dire le palais devenant l'habitacle de la famille. Et c'est ça toute la thèse des SIAM. C'est que partant d'une agitation autour d'un palais qui était celui de Genève, les SIAM se sont penchés et organisés et ont organisé leur activité entière sur la découverte, la recherche du logis des temps modernes. D'une société bouleversée, d'une société qui a perdu bien de ses accords avec la nature et qu'il s'agit de remettre dans une chose décente. Nous sommes au SIAM des gens qui cherchent à établir la maison la plus humaine possible. Oui. Les SIAM ont donc recherché quel était le logis et ses prolongements. Et immédiatement, ils ont passé de l'architecture de la maison, de la petite maison, à la ville, et l'urbanisme est entré dans leurs préoccupations fondamentales, et ils ont pu affirmer qu'urbanisme et architecture n'étaient qu'un seul phénomène, indissoluble, indissociable. En 1933, à Athènes, à ce congrès qui dura 15 jours et où un navire de croisière s'était transformé en salle d'assemblée, de commission et de dactylographie, une série de constatations clôtura les débats. Constatations si importantes, si décisives pour l'avenir des villes, vieilles ou récentes, que leur publication détaillée fut décidée. Cette charte d'Athènes, qui est publiée partout maintenant, elle apparaît comme étant la chose la plus naturelle du monde, et qui, lorsqu'on y met le nez dedans et dessous, apparaît comme une chose nécessitant d'immenses décisions à prendre. La charte touchera les professionnels de l'architecture et de l'urbanisme, de l'entreprise et des communications. Elle sera mise entre les mains des sociologues, des médecins, des hygiénistes, des économistes,
de tous ceux qui sont accoutumés à envisager le phénomène humain avec sang-froid et sous la pluralité de ses aspects. La charte sera sur la table des édiles. L'ayant lue, les édiles apercevront où gisent leurs responsabilités essentielles. La charte sera sur la table des hommes de gouvernement, et le politique, qui est l'art par quoi les plans sont placés dans la vie, y trouvera certaines de ses directives les plus sûres. L'urbanisme est la science par laquelle les hommes sont mis dans les conditions de vie les plus favorables, physiques et sensibles. L'urbanisme est la science qui reflète fidèlement le comportement d'une société, ses actes quotidiens, ses actes exceptionnels, ses pensées, ses élans. L'urbanisme est un miroir des puissances techniques mises à disposition et à contribution. Réglant la vie des sociétés, il ne saurait se priver de la moindre ressource de puissance. Enfin, l'urbanisme doit assurer le respect sacré de la liberté individuelle, sachant pour cela imposer les disciplines nécessaires. Architecture et urbanisme solidaire, indissociable, en un mot, hein, indissociable. Au SIAM, on a défini qu'elle était toujours la même chose, l'homme est toujours au centre. Ça, il ne faut pas l'oublier, hein. Des préoccupations, c'est l'homme. Alors on a fait les 24 heures d'un homme, c'est-à-dire son coucher, son logis, son repos, son travail, mais avant son travail, les transports pour se rendre à son travail. Donc son travail, c'est l'usine, hein. Et ensuite ses vacances, ses loisirs. Ça a donné un disque avec des pourcentages de son temps utilisé, soit en repos, soit en transport. Alors on a calculé déjà à ce moment-là que c'était aberrant les transports par rapport au repos. Et c'est de plus en plus aberrant dans une ville quand vous voyez attendre 20 minutes à la queue d'un autobus et que vous pensez à l'arrivée harassée des personnes qui ont travaillé toute la journée, qui vont rentrer chez eux le soir après avoir poireauté pendant 20 minutes pour avoir un autobus. Il y a quelque chose qui ne va pas quand même. Alors, évidemment, il y a eu des résolutions. Ces résolutions, c'était de dire, eh ben, il faut que le lieu de travail soit près du lieu d'habitat. Mais il ne faut pas non plus que l'habitat soit pollué par le lieu de travail. Parce que des usines étaient polluantes tout de même, n'est-ce pas? Donc, il ne fallait pas de soulevant, enfin, ouais, etc. Vous voyez, des choses assez... c'est normal. Comme par exemple la législation. Parce que chaque pays devait aussi dire quelle était la législation qui permettait telle chose ou telle chose. Par exemple, le bord de mer, qu'il n'y ait pas une appropriation individuelle, mais que ce bord de mer profite à tout le monde, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas acheter un bout de plage et puis mettre deux pancartes interdites d'y passer. La Hollande a fait sa législation pour ça. Et en disant, ben voilà, une bonne chose, il faut le répandre. Il faut répandre, il faut essayer de faire gagner. C'est de tout cela dont on a débattu. Aujourd'hui, ça paraît dérisoire. Mais à l'époque, ça ne l'était pas. On a reproché ce côté systématique des choses, c'est-à-dire ce côté dormir, travailler, transporter, reposer. Bon, il faut bien poser quand même, enfin, je sais pas moi, c'était tout de même assez simple, d'analyser la vie d'un individu dans son quotidien et d'en tirer des schémas. Et par ces schémas, d'essayer d'en tirer des conclusions, des choses à éviter, en tout cas, ne serait-ce que ça. Sinon, à faire, du moins à éviter. Alors, ce que je peux dire, ou je peux me révolter, si vous voulez, aujourd'hui, c'est quand on accuse la Charte d'Athènes de tous les maux
Par exemple, il y a eu un livre, une étude, les origines de la violence. Et on a dit, c'est la charte d'Athènes. Bon, voilà. C'est-à-dire, on a fait des HLM avec des no man's land tout autour, qui ont engendré la violence. C'est la charte d'Athènes, etc. C'est pas vrai. C'est pas la charte d'Athènes. C'est-à-dire, on s'est contenté de... on a pris des blocs, on a fait des immeubles valises, on les a balancés, et puis on n'a pas mis l'accompagnement qu'il fallait, car il faut un accompagnement. On ne fait pas un no man's land, on ne vit pas dans un no man's land, c'est bien évident. Dire qu'il faut le prendre comme argent comptant aujourd'hui, non, puisque les choses ont évolué et ont changé. Ça aussi a évolué et changé, mais je dis que c'était un travail sérieux. Il ressort des statistiques officielles que la tuberculose est une maladie de la misère et surtout du taudis. À Paris, sur un même nombre d'habitants, la tuberculose en tue 60 aux Champs-Élysées et 547, soit 9 fois plus dans le quartier Saint-Méry. D'autre part, le taudis tue les tout-petits. 131 enfants sur 1000 meurent avant 1 an à Belleville, contre 58 aux Champs-Élysées. Lorsqu'une société désire construire de nouveaux logis, c'est qu'un état de conscience nouveau est né, l'état de conscience d'une civilisation machiniste. Dorénavant, le postulat fondamental de cette révolution architecturale, autant que sociale, peut tenir dans les 3 éléments qui ont, depuis l'origine des temps, conditionné la vie même des hommes: le soleil, l'espace, les arbres. Ces 3 facteurs deviennent la condition même de l'immense réforme à intervenir dans les usages de l'architecture. Or, c'est ici que la faillite est totale. Les villes sont devenues inhumaines, hostiles à l'homme, néfastes à sa santé physique et morale, mais ceci est de l'urbanisme. C'était en 1930, j'avais décidé d'essayer d'établir une doctrine, un plan doctrinal d'urbanisme des temps modernes, de la civilisation machiniste. Il fallait une 20aine de planches. Et au moment de titrer ces planches, j'ai fait inscrire VR de lettres de grande capitale dans le coin de chacune des planches, VR. Mon associé vient, me dit qu'est-ce que c'est que ces 2 lettres-là. Je lui dis, c'est ville radieuse. Ville radieuse, qu'est-ce que c'est que ça, ville radieuse? Il dit, ben oui, c'est l'urbanisme d'une ville radieuse. Mais pourquoi tu n'appelles pas ça une locomotive, quelque chose de costaud, quelque chose de, enfin, qui marche, qui fonctionne, qui débite? Ville radieuse, c'est pas un mot, ça, effectivement, ça contient le mot de radieux qui veut tout dire. Mais pourquoi je le fais, c'est parce que depuis le temps que tous les exégètes et les critiques acharnés après nous veulent démontrer que nous faisons des villes ennuyeuses, des villes mortes et des casernes à la prussienne, eh bien, ils seront obligés, cette fois-ci, en étudiant et en voulant détruire la ville radieuse, de l'analyser, de la lire. Et quand ils l'auront lu, eh bien, ils auront vu qu'elle est radieuse. Voilà le taux qui est joué. Et les locomotives, je m'en balance. J'ai pensé qu'une maison toute seule, en ville, ne crée pas des villes, mais détruit les villes. C'est l'immense illusion des gens, c'est de vouloir avoir leur maison au sol, où ne sont que les poussières, les bruits de la rue et les cacas de chiens. Tandis que, en envisageant le problème dans tous les moyens et toutes les ressources qu'il implique, eh bien, il fallait s'occuper non pas seulement d'un foyer qui satisfait une famille, un groupe social, un couple, une famille, mais il fallait envisager l'urbanisme, c'est-à-dire l'autre partie, le collectif, qui est soit une immense contrainte, soit une immense source de libération. Et tout le problème est là, c'est de trouver la juste carburation. C'est l'œuvre de l'artiste, c'est précisément d'être devin, créateur, inventeur et metteur au point de toutes les ressources présentes dans le temps, afin d'alléger la peine des hommes et surtout afin d'apporter ces facteurs essentiels
Le contenant qui compte et qui s'exprime par l'extérieur. S'il s'agit de maison, comme vous aimez employer ce mot-là, le mot de maison est la coquille d'un œuf qui est bien rempli à l'intérieur de choses très précises. Dans le problème qui m'intéresse particulièrement, qui est le problème urbain, l'intérieur, c'est un logis et le dehors appartient à l'urbanisme. Le dehors, c'est un immeuble, je l'ai appelé d'un terme très précis, unité d'habitation. J'ai même ajouté unité d'habitation conforme. Je veux dire par là qu'il faut un certain nombre d'habitants pour résoudre les deux fonctions, les deux termes du binôme réclamé, l'individuel et le collectif. De la tête, et la tête est une main qui obéit à cette tête et qui dessine rigoureusement ce qui doit être fait. Alors, la main dessine de la géométrie, et vous pouvez la faire dessiner par ce qu'on appelle des nègres, et les nègres sont maintenant très à l'honneur, et tant mieux pour mes dessinateurs. Ils ont encore la couleur blanche, quand ils seront noirs, ça sera peut-être encore plus beau, mais... Vous n'avez jamais eu de nègre dans votre atelier de la rue de Sèvres? Pas encore, ça viendra, hein. Et alors, l'autre manière de dessiner des mains, c'est ma main à moi, de peintre, n'est-ce pas, ou de dessinateur. Quand je dessine, eh bien, le dessin est fait avant que je l'ai pensé, hein. C'est contraire à toutes les théories que nous avons pu émettre autrefois quand nous étions plus jeunes. On disait qu'aucune chose ne peut être dessinée si elle n'a été pensée. Mais vous avez une bête à l'intérieur qui pense. Et cette bête commande à votre main qui pense. Et vous avez une masse instinctive puissante et immense, un être vivant, n'est-ce pas, qui n'est pas que dans le cerveau. J'ai fait bien des plans de ville qui ont été en général refoulés avec une implacable persistance et violence, n'est-ce pas? De fil en aiguille, j'ai fait les plans d'un tas de villes, Stockholm, Genève, Moscou, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Buenos Aires, Alger. J'ai fait 8 plans pendant 13 années que j'ai proposés, qui semblaient illuminer un peu l'horizon. Tout ça m'a permis de me faire des griffes. Et je les ai, les griffes, seulement c'est des griffes sur les pattes d'un vieux bonhomme, voilà. Tout ce que Le Corbusier disait était très controversé, très combattu. Il avait des ennemis réels, hein, puisque Le Corbusier parlait d'urbanisme ou de choses comme ça regardait tout de même l'État. Donc à ce niveau-là, il était certainement barré, complètement barré. Il n'a pas pu réaliser. Imaginez que Le Corbusier ait eu l'occasion de réaliser en France, puisqu'il avait choisi notre pays. Et si on lui avait donné l'occasion de réaliser réellement, il aurait évolué lui aussi. On ne lui a pas donné cette occasion. Autrement dit, comme il a dit, ce qu'il ne pouvait dessiner, il l'écrivait par tous les moyens. Et quand il ne pouvait l'écrire, il en parlait. Il faisait une conférence par tous les moyens. Il essayait de faire passer le message. Et ce message était toujours violemment poussé.
l'architecture fonctionnelle, c'est un propos de journaliste, parce que c'est un pléonasme. L'architecture est fonctionnelle par définition. Si elle n'est pas fonctionnelle, qu'est-ce que c'est? La saloperie. L'architecture, la première phrase écrite sur l'architecture, c'est les deux savants corrects et magnifiques des formes sous la lumière. C'est-à-dire qu'il faut être plasticien et poète et être en même temps technicien tout à fait averti. Eh bien, ça ouvrait tout le devant de la scène, n'est-ce pas? Et ça permettait de créer. L'aménagement répertorié n'offre pas les conditions de salubrité indispensables. 20% des logements n'ont pas de poste d'eau intérieur. 25% n'ont pas le gaz. 56% ne possèdent pas les WC à l'intérieur. Et l'on ose à peine dire que 84% n'ont pas de baignoire. À Paris seulement, plus de 3000 immeubles sont chaque année signalés en péril. L'âge moyen des immeubles habités, dans chacun des 6 premiers arrondissements de la capitale, dépasse 105 ans. Le deuxième arrondissement tenant la tête, avec un âge moyen de 148 ans. Et si l'on admet qu'un siècle est l'âge maximum où un immeuble cesse d'être habitable et doit être reconstruit, c'est le tiers du Paris d'aujourd'hui qu'il faudrait raser au plus vite. Un Paris qui devenait une ville verte, où les conditions d'habitation devenaient humaines, car elles sont devenues inhumaines. On me répondait, les boutiques de Paris, c'est si joli à voir, le titi parisien sur le trottoir. Eh ben, allez vous servir maintenant dans les rues pour trouver les titis sous les roues des autobus. Profitant des techniques modernes, je dis on peut faire des gratte-ciel, mais non pas des gratte-ciel américains qui sont cocasses, qui sont des aigrettes de vanité, n'est-ce pas, mais des gratte-ciel modernes d'une grande contenance, lesquels permettent de dégager tout autour d'eux de gigantesques surfaces de circulation de piétons libres, n'est-ce pas, et d'automobiles sur autostrades surélevées, là, quand elles sont en transit. Et ensuite, j'ai situé les fonctions de la ville. Les fonctions, c'est habiter, travailler, cultiver le corps et l'esprit. Eh bien, habiter, c'est la première chose. J'ai essayé de montrer comment on pouvait faire des quartiers d'habitation.
Les gens se déclarent malheureux, moi je me déclare de bonne humeur. Moi, je suis toujours partisan de l'idée de ne pas s'ennuyer pendant que nous passons notre vie sur Terre, par la dégustation des bienfaits qui sont à notre disposition. Partout en France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des villes gisent sous leurs propres décombres. Partout s'est abattue la pluie de fer et de feu. Brest est en ruine. Le port magnifique, ouvert sur l'Atlantique, n'est plus qu'un désert. La France, en commençant l'effort de sa reconstruction, ose à peine faire le bilan de ses désastres. Gérardmer, au pied des Vosges. La ville a été l'enjeu d'une lutte farouche et nos soldats l'ont arrachée enfin aux Allemands. Mais l'ennemi a détruit ce que la bataille avait épargné. Saint-Dié. Ici encore, les Allemands en retraite ont fait flamber la ville. L'église elle-même a été massacrée. Image terrible d'où il faut pourtant tirer une leçon d'espoir. C'est dans le spectacle même de ces décombres qu'il faut trouver le courage de reconstruire la France. Après la guerre, les industriels de Saint-Dié, sinistrés complètement, me demandent de faire le plan de leur ville. Je leur fais, c'est une bagarre épouvantable. Tout le monde était d'accord au début. Tous les socialistes, les communistes, les grands bourgeois, etc. Tout le monde était enthousiasmé. J'étais engagé par le conseil municipal et puis tout à coup, il s'est trouvé des types qui étaient dans le ministère et qui présidaient aux destinées de l'urbanisme, de la reconstruction, comme on allait l'appeler, n'est-ce pas, et qui ont fait la petite chiquenaude méchante qui suffit de faire passer en ridicule des choses étudiées et méditées pendant une vie entière, n'est-ce pas. Et le plan de Saint-Dié a été rejeté avec celui de La Rochelle-Palisse, n'est-ce pas, qui est ici. C'est un des beaux plans qu'on a pu faire d'urbanisme. Les Américains, que je porte pas dans mon cœur, car ils ont été très, très vaches avec moi dans l'affaire du Palais des Nations Unies, n'est-ce pas, eh bien, ont découvert que ce plan de Saint-Dié, ce plan de La Rochelle-Palisse étaient les témoins de la Renaissance française, et ils les ont fait circuler à travers tous les États-Unis et à travers le Canada. Moyennant quoi, ici, zut, infini, n'est-ce pas, au revoir, et avec pas même un merci, ou même pas, ou rien du tout. Sans, le silence, c'est silence, comme disent les types là-bas. Hein.
grâce au courage d'un type qui était épatant, c'est Dautry, qui est devenu ministre de la Construction à un moment donné, qui m'a dit un jour, de suite après l'occupation, en 1944, qu'est-ce que vous bâtissez? J'ai dit zéro depuis 4 ans. Qu'est-ce que vous faites? Quelle ville avez-vous construite? Aucune. Bon, alors, il m'a dit, bien, faites un de ces gros machins comme vous avez envie de faire, une fois pour loger les gens. Je lui ai dit, bon, d'accord. Et il a même dit un mot, vous pourrez faire ça à Marseille, par exemple, où c'est des communistes. J'ai dit, je me fous pas mal que ce soit communiste ou quoi que ce soit d'autre. Une maison, c'est une communauté, c'est pas la même chose. C'est les 24 heures quotidiennes qui jouent le rôle là-dedans. Et je veux mettre dans des bâtiments, des unités d'habitation de grandeur conforme, les dimensions, les quantités, la contenance d'une communauté qu'on puisse gérer. Au Grand Palais, le 19e Salon des Arts Ménagers s'est mis, dirons-nous, dans ses meubles. Monsieur Claudius Petit procède à la visite nécessaire du ministre intéressé. L'urbanisme moderne fait appel à la machine pour décharger la ménagère du fastidieux lavage familial et des trop longues préparations culinaires. Aux femmes qui travaillent, le temps est devenu précieux. Pour essuyer vos mains, mesdames, un papier linge souple et fort remplacera les torchons, toujours difficiles à laver. À quand les draps en papier? Les appareils frigorifiques aussi ont gagné des partisans. Le froid domestique, bientôt, ne sera plus un luxe. Grâce à lui, les aliments gardent saveur et qualité au plus fort de la canicule. Et le petit cube de glace dans nos verres sera le bienvenu. Le ministre, qui fut un artisan du meuble, avant de diriger urbanisme et reconstruction, a traversé le premier l'unité d'habitation que l'architecte Le Corbusier a voulu montrer au public parisien avant de le mettre en place à Marseille, dans la maison qu'il y construit. Soutenue par de forts piliers de ciment armé, l'énorme maison de l'urbaniste, où vivront côte à côte des centaines de familles, s'élèvera très haut dans le ciel de la grande cité phocéenne, dont elle ne déparera pas, dit-on, l'aspect traditionnel. Je vous dire une chose, je ne me suis jamais occupé de ma vie du verdict public, jamais. C'est une petite force de mon sacré grande force. Quand j'ai fait Marseille, qui a été une bataille de 5 années abominable, dès le premier article de Grande Presse, n'est-ce pas, qui était une attaque virulente, effroyable et méchante, j'ai dit à ma secrétaire, je vous interdis de me donner jamais un journal quelconque pendant la construction de Marseille, je n'en veux voir aucun. À Marseille, boulevard Michelet, se dresse la haute façade de l'immeuble Le Corbusier. Il s'agit ici d'un prototype, d'une expérience considérable, d'un grand événement social. Tout cela, bien entendu, pose des problèmes nouveaux et en résout d'anciens. Cette maison a ses partisans et ses détracteurs. Cette construction a 135 mètres de longueur, 21 de large, 50 de haut. Elle comprend 17 étages, 337 appartements et une rue intérieure. Cet ensemble énorme est soutenu par 36 pilotis. Pourquoi ces pilotis? Eh bien, Le Corbusier va nous le dire. Les pilotis surélèvent les bâtiments à 3, 4, 5, 6 mètres au-dessus du sol et permettent ainsi de récupérer, de restituer la totalité du sol des villes à quelque chose. Ce quelque chose, c'est la circulation. Et qu'est-ce que c'est que cette circulation? C'est le piéton d'une part et l'automobile, tous deux en conflit. Et le conflit est tragique, vous le savez bien. Alors, ces pilotis qui donnent d'ailleurs un aspect monumental étonnant ne sont pas là pour le décor et pour faire exposition des arts décoratifs, ils sont là pour être la clé d'une grande aventure urbanistique future. Parce que vous voyez vous-même d'ici, vous voyez sous la maison passer le soleil, vous voyez la vue traverser, vous voyez les pins qui dégagent sur la mer, de l'autre côté sur les montagnes, et la foule de piétons passe à travers la ville d'un bout à l'autre quand elle sera bâtie, à pied sur un parc, la ville est devenue un parc entier, et l'automobile est quelque part ailleurs, en dessous du sol ou au-dessus du sol, séparée. Maintenant, ne craignez-vous tout de même pas que cette accumulation d'êtres dans une même construction ait quelques inconvénients du point de vue, comment dirais-je, social? Est-ce que vous ne craignez pas une certaine promiscuité le long de ces rues intérieures qui ont, je crois, 120 mètres de long? C'est là que je vous attends au virage que je dirais presque sempiternel, car vous avez précisément ceci, c'est que j'ai écrit une fois un chapitre dans un de mes livres intitulé « La liberté par l'ordre ». Et la liberté par l'ordre, c'est précisément en mettant chaque chose à sa place, et chaque chose à sa place, ce seront des logis